Aujourd'hui, nous abordons le cas d'Alan Turing, un génie du XXe siècle dont la fin fut malheureusement tragique, privant le monde de ses précieuses recherches. Incompris par ses contemporains, mal à l'aise dans une société britannique qui le jugeait, non pas sur ses compétences, mais sur ses préférences sexuelles, il a choisi une fin très digne, et je vous propose de l'évoquer. Alan Turing est un célèbre mathématicien britannique qui décrypta en 1940 le secret de la machine Enigma des Allemands. Réputée inviolable, elle servait au chiffrement et déchiffrement des informations confidentielles. Les nazis l'utilisaient en masse pour communiquer entre eux et planifier leurs attaques, notamment les bombardements sur l'Angleterre. La percée de ce mystère était donc primordiale pour la sauvegarde du peuple britannique, et on peut légitimement penser que le génie d'Alan Turing serait acclamé à sa juste valeur par une foule en liesse. De nombreux historiens s'accordent à dire que son travail a permis de raccourcir la Seconde Guerre mondiale de 2 ans. D'autant plus qu'à la fin de la guerre, il fut l'un des pionniers de l'informatique et travailla notamment sur l'intelligence artificielle. Comme son nom l'indique, le fameux test de Turing sur la capacité d'une machine à imiter une conversation humaine vient de lui. Aujourd'hui, ces recherches ont une indéniable résonance quand on utilise ChatGPT. N'importe quel informaticien digne de ce nom voue un culte à Turing puisqu'il a contribué à établir les bases de ce que devait être un ordinateur, une machine programmable capable d'effectuer des calculs complexes. Et pourtant, ce génie ne fut pas vraiment acclamé de son vivant. Si ses confrères lui reconnaissaient une certaine maîtrise des mathématiques, ce n'est pas pour autant qu'ils l'applaudissaient des 2 mains pour avoir contribué à vaincre l'Allemagne nazie. En fait, sur ce sujet, il n'a pas eu de bol, car les services secrets britanniques ont classifié l'affaire. Enigma, c'était top secret. Et puis bon, en modifiant le bousin, ça pouvait toujours être utile aux Anglais. Il a fallu attendre les années 1970 pour que le grand public ait connaissance de son existence et des méthodes de cryptage employées. Mais le pire, c'est que notre ami Alan Turing fut persécuté toute sa vie par ses compatriotes. Dès son plus jeune âge, Alan Turing montre les premiers signes d'une intelligence remarquable. Il apprend à lire seul en moins de 3 semaines. Il résout des équations et des énigmes complexes. Bref, ce petit bout de chou, ce gamin, n'est pas comme les autres. Et forcément, il subit les moqueries de ses camarades. Enfant solitaire et introverti, il a beaucoup de difficultés à se sociabiliser et préfère la compagnie des livres à celle des hommes. C'est généralement le principal problème des surdoués. Ils ne comprennent pas l'intérêt des jeux idiots pratiqués par leurs camarades. Quant aux professeurs, ils ne parviennent pas à captiver un gamin qui piche tout en 3 coups de cuillère à peau. Son domaine de prédilection, vous l'avez deviné, ce sont les mathématiques. Bien évidemment, il excelle dans les calculs et se passionne également pour les sciences. Pas de chance pour lui, dans les années 20, l'éducation scolaire anglaise met à l'honneur 2 disciplines, la littérature et la culture physique. Autant être franc avec vous, il est nul en sport, et les grands auteurs anglais ne l'intéressent pas. De ce fait, les professeurs snobent complètement l'étudiant et ne décèlent pas ses incroyables facultés intellectuelles. En 1927, il se lie d'amitié avec Christopher Morcom, un autre étudiant passionné comme lui par les sciences et les mathématiques. Alan Turing est bluffé par l'intelligence de Christopher. C'est un esprit vif et d'une logique implacable qui parvient à décrypter encore plus rapidement que lui des équations mathématiques très complexes. Turing est sous le charme de cet être brillant. Pour la première fois de sa vie, il a enfin quelqu'un qui est à sa hauteur, qui le comprend et qui partage les mêmes centres d'intérêt. Les 2 jeunes hommes ont une quinzaine d'années
et découvre quelque chose de complètement inédit, l'amour. On dira plus tard que Christopher Morcom fut le premier amour d'Alan Turing, car oui, Alan Turing était homosexuel. Malheureusement, quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. Christopher meurt en 1930 d'une tuberculose bovine, une maladie contractée en buvant du lait infecté. Pour le jeune Alan, c'est le drame de sa vie, et il en veut à la terre entière. Comment une personne aussi intelligente peut-elle disparaître? C'est injuste. Suite à cela, il est persuadé qu'il doit incarner le destin de Christopher Morcom. On pense d'ailleurs que c'est à partir de ce drame qu'Alan Turing s'est jeté corps et âme dans la science, avec le résultat que l'on sait. Dès lors, il poursuivra ses recherches avec un incroyable acharnement et explore de nouvelles branches, comme l'analyse et les biomathématiques. Il publie même un article sur la morphogénèse qui sera confirmé scientifiquement dans les années 1990. C'est dire à quel point il pouvait faire preuve d'anticipation. Il met plus de 20 ans à être reconnu officiellement par ses pairs. En effet, ce n'est qu'en 1951 qu'il est sacré membre de la Royal Society. Toujours est-il que ce bon génie continua d'être persécuté par la société anglaise. Rendez-vous compte, c'était un homosexuel. Oui, un pédé, une tante, une tarlouse, un sodomite. Shocking. Comme il est formellement interdit d'être de la jaquette en Angleterre, Alan Turing est poursuivi en justice en 1952 et condamné à de la prison ferme. Alors le pire dans cette affaire, c'est qu'il a été dénoncé par un amant occasionnel. En effet, en 1952, sa maison de Manchester est cambriolée, Turing porte plainte, le cambrioleur est arrêté, et ce dernier dénonce le complice qui lui avait indiqué la bonne affaire. En l'occurrence, un amant de Turing avec lequel il avait rompu. Ce dernier est à son tour arrêté et confirme cette ancienne relation. Les deux hommes sont inculpés d'indécence manifeste et de perversion sexuelle, selon une loi qui date quand même de 1885. Cerise sur le gâteau, l'Angleterre est en proie à une retentissante affaire d'espionnage organisée par les Russes et qui implique de nombreux scientifiques britanniques, dont certains d'entre eux sont, devinez quoi, homosexuels. Le raccourci est vite fait. Turing est potentiellement un collabo communiste. La preuve, il est homosexuel. Un Anglais sévèrement burné, adorateur de pulpeuses blondes à opulente poitrine, ne trahirait pas la couronne, c'est évident. Ses amis les plus proches le défendent avec force et conviction. Ils veulent aussi clamer haut et fort que c'est grâce à lui que l'armée anglaise a décodé la machine Enigma des nazis. Mais si vous vous souvenez, au début de l'histoire, je vous disais que l'armée avait classé le dossier secret défense. Donc impossible d'utiliser cet argument. Il est donc condamné. Seule possibilité d'échapper à l'emprisonnement, décider de son propre chef de se faire castrer. Il optera pour cette solution. Je vous rassure quand même, le législateur n'était pas barbare. Point de castration physique, avec des ciseaux. Non, en Angleterre, nous sommes des êtres civilisés, et pour réparer une telle déviance, la castration chimique est la solution la plus humaine. Alors à cette époque, la castration chimique n'est pas une science super exacte. Et l'on part du principe qu'il faut combattre le mal par le mal en faisant ingérer à l'individu mâle des œstrogènes, c'est-à-dire une hormone sexuelle primaire chez la femme. Pendant 2 ans, il vivra très mal cette situation. Adepte de la course à pied, sa mince silhouette s'épaissit et il se retrouve boursouflé de partout. Sa poitrine se développe et, comme toutes les bonnes femmes, il a une certaine tendance à déprimer quand il grossit. Oui, je sais, je suis un petit peu dans la caricature là, mais bon. Comme il y a toujours un doute à propos de cette histoire d'espionnage, on l'écarte des grands projets scientifiques. Il en profite pour venir en France, et il a bien raison, ça lui fait du bien, d'autant plus que son traitement s'achève en 1953 et qu'il recouvre peu à peu sa forme d'antan. Toutefois, de retour en Angleterre, il avait continuellement le vague à l'âme. Il sombrait de plus en plus dans la mélancolie,
Il décida de se suicider le 8 juin 1954 en croquant une pomme empoisonnée au cyanure. Une légende urbaine raconte qu'il laissa un mot aux accents bibliques. Puisque la société veut me transformer en femme, je choisis de mourir comme la plus pure d'entre elles. Un mot qui était destiné à sa mère. Toutefois, selon de nombreux biographes d'Alan Turing, cette théorie est écartée car le fameux mot en question n'a jamais été retrouvé. À l'inverse, on évoqua la passion d'Alan Turing pour le film d'animation de Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains. Et ouais, Blanche-Neige et les Sept Nains. En effet, Alan Turing fredonnait souvent le couplet d'une chanson « Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison ». Bon, alors bien entendu, pour les besoins de la vidéo et pour la compréhension de tous, là, je vous la chante en français. Mais bon, à la base, il la fredonnait en anglais. Mettons-nous d'accord là-dessus. Une autre hypothèse affirme qu'il serait mort de manière accidentelle lors d'une expérience en portant à ses lèvres du cyanure. Un peu tête en l'air, Turing avait une fâcheuse tendance à goûter certains éléments pour les définir. Donc là, pas de bol, si tu mets du cyanure à tes lèvres, bon, les effets indésirables sont extrêmes. D'autre part, sa mère n'a jamais confirmé le suicide. Elle ne voulait pas qu'on dise que son fils était suicidé, car à cette époque, il était de notoriété publique qu'en mettant volontairement fin à ses jours, on n'accédait pas au paradis. Une autre légende urbaine veut que cette fameuse pomme croquée par Turing ait inspiré le logo d'Apple. Bon, là encore, ce n'est pas vrai. Tout ce que l'on sait, c'est que le tout premier logo d'Apple, celui de 1976, conçu par l'un des cofondateurs, Ronald Wayne, représentait un autre mathématicien, Isaac Newton, au pied d'un pommier, avec une petite pomme juste au-dessus de la tête. Ensuite, Steve Jobs a demandé en 1977 à ce que l'on modernise ce logo car la gravure initiale était franchement illisible. Rob Janoff a donc proposé une pomme croquée aux couleurs de l'arc-en-ciel car Steve Jobs lui avait demandé de ne pas faire un logo trop mignon et trop conventionnel. L'idée que la pomme soit croquée démontrait une certaine insolence en faisant une référence biblique à la fameuse pomme d'Adam et Ève, et également une volonté de sortir des sentiers battus. Rob Janoff confirma que ce n'était pas un hommage à Turing. Toujours est-il que cette histoire et les légendes qui en découlent démontrent tout l'intérêt que nous portons à ce génie. Peu importe finalement l'origine de sa mort, il a eu le mérite d'être parti avec panache et dignité, faisant un pied de nez à une société qui refusait de l'accepter. Il faudra attendre près de 60 ans pour que ce brave homme soit officiellement réhabilité en Angleterre. En effet, ce n'est qu'en 2013, que la reine Élisabeth II lui accorde une grâce royale et reconnaît sa contribution à l'effort de guerre. Voilà, mes petits amis, ainsi s'achève cette première chronique de Gunnet Story. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunnet Story.